Bienvenue sur LCA pour les informations, les titres de votre journal. La Guinée-Bissau serait-il dirigée par deux présidents aujourd'hui après l'investiture organisée par Umaru Sissoco Embalo lui-même? Le président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kassama, a lui aussi été investi comme président par intérim du pays par une partie des députés. Qui des deux hommes aura le dernier mot en attendant les résultats définitifs de la Cour suprême? On en parle tout de suite dans ce journal. Il faut qu'il y ait des élections en 2020 au Burkina Faso car s'exprimer par les urnes est gage d'une véritable démocratie. C'est le souhait de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation démocratique des élections. La CODEL soutient qu'il faut que tous les Burkinabés soient sensibilisés davantage sur les enjeux de l'enrôlement. Le sujet était au cœur d'une rencontre avec les hommes de médias hier à Ouagadougou. À la une également, un anniversaire, ça se fête chaque jour à travers le monde, mais quand il est célébré chaque 4 ans, c'est une autre affaire. Aujourd'hui est le 29 février et après avoir attendu 4 ans, Fatou Sissoko est toute joyeuse de célébrer ce jour. Vous l'entendrez dans ce journal. Bonsoir à tous, vous êtes sur la chaîne africaine de télévision et toutes nos excuses pour ce léger retard. Tout d'abord, cette nouvelle triste, 10 policiers burkinabés ont été tués hier samedi dans une attaque contre le commissariat de police de Seba dans la province du Sahel, annonce un communiqué de la police nationale. La direction de la police salue la mémoire de ces hommes tombés au champ de bataille et présente ses condoléances aux familles éplorées. La Guinée-Bissau a deux présidents de la République. Oui, vous l'avez bien compris. Le premier, en la personne de Umaru Sissoco Embalo, a été investi le jeudi dernier dans un hôtel de la capitale. 24 heures après, un autre a été investi comme président par intérim du pays par une partie des députés. Il s'agit de Cipriano Kassama, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Pour Cipriano Kassama, l'investiture organisée par Umaru Sissoco Embalo n'est pas légale car la Cour suprême n'a pas encore donné les résultats définitifs permettant à Embalo d'occuper le fauteuil présidentiel comme le stipule la constitution du pays. Dans cette course au pouvoir, Umaru Sissoco Embalo, lui, a commencé à former donc son gouvernement. Déjà, il a limogé hier soir le Premier ministre Aristide Gomesh, reconnu par la communauté internationale et nommé à sa place Nuno Gomesh Nabian, candidat arrivé 3e au premier tour de la présidentielle. Dans la soirée d'hier, des militaires se sont établis dans les institutions du pays et ont pris le contrôle de la radio et de la télévision. Pour l'heure, l'on ne sait sur qui le choix de ces militaires est porté. Restons en Afrique de l'Ouest pour parler de la deuxième Guinée, celle de Alpha Condé, qui vient d'ailleurs de reporter les élections législatives et du référendum sur la Constitution à 2 semaines. Les élections étaient prévues pour se tenir ce 1er mars. Alpha Condé a indiqué que c'est par responsabilité nationale et sous-régionale qu'il a accepté un report léger de la date des élections. Il soutient que ce n'est ni une capitulation ni une reculade. L'exécutif guinéen a aussi donné l'assurance que le peuple de la Guinée exprimera librement son choix à travers donc, le référendum et choisira librement ses députés. Ces deux scrutins sont fortement contestés par l'opposition et la société civile. Et cette annonce intervient donc surtout après une succession de déclarations très sceptiques de la communauté internationale qui a pris ses distances avec ce processus électoral en cours. Et sachez aussi qu'il y a eu des échauffourées aujourd'hui même dans le pays entre la population et bien sûr la police après le report de ces élections. Monseigneur Bozro, l'archevêque émérite de Lomé au Togo, a été arrêté par les forces de l'ordre. On se souvient hier, vendredi, quand il se préparait à accompagner la marche prévue pour contester les résultats de l'élection présidentielle. Il a été ramené de force à son domicile. Après donc cet épisode, le prélat s'est adressé à la population et a dénoncé un enlèvement tout en demandant aux Togolais de continuer la lutte. L'archevêque dénonce avec vigueur le fait que la police l'a violenté et a aussi violenté les malades d'un hôpital environnant son domicile. Je vous propose de l'entendre. Effectivement, je sortais de l'ambassade d'Amérique où j'ai été vivement remercier l'ambassadeur d'avoir été le premier à répondre à l'appel que j'ai lancé aux instances internationales. Malheureusement, il n'était pas là lui-même, mais la commission lui a été faite. Ensuite, j'ai ajouté
que je n'ai pas demandé par avance une audience avant de venir, parce qu'il y avait une urgence dans ma résidence à Amadahome. Depuis 3 ou 4 jours, cette résidence a été entourée de militaires. Et depuis hier, on a renforcé leur nombre. Et interdiction est faite à n'importe qui d'entrer ou de sortir. Mais ma résidence se trouve dans la communauté de la maison des Sœurs Notre-Dame de la Trinité, laquelle maison est contiguë à l'hôpital Notre-Dame de la Trinité. Eh bien, ils sont allés violenter les malades. On les a fait sortir. Et la sœur infirmière, très courroucée, allait prendre des dispositions pour que le personnel de l'hôpital, cet après-midi, ne retourne plus. Voilà le contexte dans lequel je me suis retrouvé. Je suis sain et sauf, mais je n'admets pas cette manière de venir me traiter. J'étais chez l'ambassadeur avec raison, remercier l'ambassadeur pour l'aide qu'il porte à notre pays en ce moment de difficulté. Mais qu'on entoure ma maison de militaires et surtout qu'on s'en prenne aux malades de l'hôpital, je dis non. Et j'envoie ce message à l'ambassadeur lui-même ou à celui qui le remplace et aux représentants de l'Union européenne. J'y étais là-bas aussi ce matin pour leur demander de nous venir en aide. Eh bien, je réitère mon aide, mon appel pour que lui aussi, il s'entende et que des dispositions soient prises pour libérer ma résidence avec les malades pour que tout fonctionne normalement. Nous ouvrons à présent le chapitre politique de ce journal au Burkina Faso. Les élections doivent se tenir pour que les populations puissent s'exprimer par les urnes, gage d'une véritable démocratie. En tout cas, c'est ce que souhaite la CODEL qui est la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Les élections, justement, approchent à grands pas. Et pour la CODEL, il est indispensable que les autorités sensibilisent davantage toutes les populations sur les enjeux de l'enrôlement afin d'aboutir à une forte participation des citoyens. L'organisation était face à la presse nationale hier. Achille Ouedraogo et Ahmed Nanema, compte rendu. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, la CODEL, invite les Burkinabés à s'enrôler massivement au regard des enjeux que cela représente pour l'avenir du Burkina Faso. L'information n'est pas bien passée. L'enrôlement s'est fait comme une activité ordinaire. Les gens ne savent pas que non, c'est l'élection comme ça. C'est pas l'enrôlement. Si vous n'avez plus votre carte, vous ne vous êtes pas enrôlé avant, c'est maintenant que vous devez le faire. Donc le train passe, il faut le saisir à temps. Et nous profitons, sensibiliser les populations pour qu'elles puissent disposer des pièces qu'il faut pour aller voter. Pour la CODEL, le gouvernement devrait mieux sensibiliser les populations de sorte qu'elles soient à mesure de comprendre non seulement comment se déroule l'enrôlement biométrique, mais aussi les avantages qui y sont rattachés. Nous informons tout le monde également qu'il appartient à l'État d'user de nos moyens que nous avons mis à sa disposition pour pouvoir mieux informer les populations sur les enjeux de cet enrôlement et surtout la nature. Comment est-ce que ça doit se passer? Les élections, selon la CODEL, doivent se tenir sur tout le territoire du Burkina, même si cela devra nécessiter le report des scrutins. Il y a également le fait que l'enrôlement doit se dérouler au plan national. Il n'y a pas de territoire qui ne soit pas concerné par l'enrôlement. Nous disons que nous avons un État unitaire, nous avons les moyens de sécuriser tout le pays. Si nous avons des insuffisances, on le fait savoir, on décale, mais en tout cas, on trouve un moyen pour que tous les citoyens puissent voter. Puis, même s'ils ne sont pas dans leur zone, ils sont à même de se prononcer sur ce qui se passe. De toute façon, on n'a pas dit que l'élection des maires, c'est uniquement ceux qui sont nés dans la mairie. C'est ceux qui y sont et qui ont leurs intérêts. Les déplacés ont leurs intérêts dans la commune où ils sont. Ils peuvent voter partout. Donc nous luttons actuellement, notre modèle c'est pour qu'ils puissent être pris en compte afin qu'ils ne pensent pas qu'ils ont été encore exclus une deuxième fois.
La CODEL intervient principalement dans le contrôle des élections. Elle regroupe une trentaine d'organisations œuvrant pour la consolidation de la démocratie et la bonne gouvernance au Burkina Faso. Et parlant encore de politique, l'UNIR PS prépare lui aussi les élections à venir. Ce matin, le parti a mis en place son bureau fédéral provincial de Kadiogo. Cette installation est intervenue en marge de la rentrée politique du parti et c'était sous la thématique de l'échéance des élections de 2020. Quelle communication politique pour une mobilisation des jeunes et des femmes, pour une victoire de l'UNIR PS au Kadiogo. Et bien par cette action, le parti sankariste veut faire mieux qu'en 2015. Oumou Konaté, Constantin Sieda. C'est une salle pleine à craquer qui rassemble les militants de l'UNIR PS pour sa rentrée politique. Une rentrée politique marquée par plusieurs communications, appelant ainsi les jeunes et les femmes à se mobiliser pour les élections couplées de 2020. À cette occasion également, le bureau fédéral provincial du Kadiogo est installé avec à sa tête Elizongo qui compte mettre tout en œuvre pour atteindre son objectif principal. Aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur un thème. Échéance électorale de 2020, quelle contribution avec les jeunes et les femmes pour une victoire éclatante au soir du 22 novembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons profité, appeler les jeunes et les femmes à se mobiliser pour prendre les cartes d'électeurs, afin que l'UNIR PS puisse triompher dans la province du Kadiogo. Si nous disons triompher, l'UNIR PS triompher au Kadiogo, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de députés, afin que nous puissions créer un groupe parlementaire sankariste qui va pouvoir proposer des lois sankaristes pour le développement du Burkina Faso. Une lourde tâche qui attend sans doute le nouveau président de la Fédération provinciale du Kadiogo. Je retrouve déjà dans le discours du camarade Elizongo une forte détermination dans son engagement à faire de Ouagadougou la capitale du sankarisme. Il a pris cet engagement devant un public de militants venus très nombreux, très mobilisés pour l'accompagner dans cette tâche. Ce que nous attendons de Eli et de son équipe, parce qu'il ne travaille pas seul, il travaille avec tout un bureau fédéral. Il y a des structures qui ont été installées partout dans les secteurs du Kadiogo, mais aussi dans les villages environnants. C'est de renforcer l'organisation, c'est-à-dire l'UNIR PS, de faire en sorte que même à la base, on sente la vie du militant. J'attends en tout cas beaucoup du camarade, mais je connais sa combativité, je connais son abnégation, je connais son engagement et je connais aussi son esprit d'équipe, de pouvoir manager les militants, son équipe pour gagner. Afin de peaufiner une stratégie pour garantir la victoire de l'UNIR PS aux élections de 2020, un congrès extraordinaire est prévu pour les 27, 28 et 29 mars prochains à Ouagadougou. Restons dans la mouvance présidentielle, bien sûr, au Faso. Le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, est parti au pouvoir au Burkina Faso, justement, n'a pas peur d'affronter ses adversaires politiques le 22 novembre prochain. C'est une annonce des membres du parti qui étaient réunis ce matin ici donc à Ouagadougou. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale des secteurs structurés du parti, une assemblée au cours de laquelle les membres du parti politique national ont passé en revue les actions entreprises et bien sûr celles exécutées par le parti de Roch Kaboré depuis son accession au pouvoir jusqu'à ce jour. Et selon eux, en tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que de nombreux acquis ont été engrangés. Et le un coup KO, c'est pour bientôt lors des élections. Regardez. Ils étaient nombreux à prendre d'assaut l'enceinte de cette salle située au stade du 4 août pour cette assemblée générale. Venus des 45 provinces du pays, les délégations des secteurs structurés du MPP sont venues réfléchir sur la vie de leur parti, faire des projections sur son devenir, mais surtout évaluer les réalisations exécutées par le parti depuis 2015 à ce jour. Pour l'heure, plusieurs secteurs ont engrangé de nombreux acquis et cela malgré la question sécuritaire qui prévaut. Le secteur de l'éducation en est un exemple. Quand nous faisons le point par rapport aux 4353, nous avons réalisé 2580 salles de classe pour effacer les classes sous-payotes en 4 ans. Le chef de l'État s'est engagé à recruter 31 093 enseignants à former pour le système éducatif national.
nous sommes à plus de 30 000 que nous avons recrutés et formés, donc plus de 97%. Au vu de ces résultats, le MPP dit ne pas avoir peur pour aller remporter encore les élections à venir. Non, nous n'avons pas peur, tout simplement parce que d'abord nous poursuivons la mise en œuvre du programme du chef de l'État. Et à l'occasion justement de cette rencontre, nous avons fait le point pour ce qui concerne donc mon département au niveau de l'éducation. Nous avons fait le point des réalisations et ma foi, il y a des résultats intéressants. Nous n'avons pas peur effectivement aussi donc d'affronter les collègues qui souhaitent discuter avec nous sur la question de l'IUTS. Les secteurs structurés prennent en compte les marchés iyards ou les secteurs informels militant pour la vie du parti. C'est aussi une occasion pour sonner la mobilisation des membres, mais cette assemblée se tient à un moment où l'environnement syndical au Faso reste encore surchauffé avec les questions de l'IUTS et les grèves à venir. Sur ces questions, le MPP reste confiant et ferme. C'est l'application de la loi. Pas de discrimination entre les travailleurs. Aussi, certains mouvements d'humeur sont illégaux à entreprendre, prévient-il. Et si ce n'était pas conforme donc aux dispositions de la loi, en ce moment nous aurions pu, à partir du moment où c'est la loi, nous sommes des démocrates, nous sommes dans une démocratie, donc nous n'avons pas peur effectivement d'affronter qui que ce soit et de lui expliquer les raisons qui ont conduit à cela et de travailler à sensibiliser davantage les uns et les autres sur la nécessité de manifester, mais de manifester de façon légale. À l'endroit des partis adverses, le MPP dit être confiant pour envoyer un coup KO lors des scrutins de novembre prochain. Nous n'espérons pas une réélection. Nous sommes confiants de la réélection de notre candidat en 2020. Deuxièmement, comme je l'ai toujours dit, si effectivement un chef d'État a moins de 9 mois de la fin de son mandat, qui a la possibilité de se faire réélire, décide donc d'aller dans ce sens en faisant appliquer la loi, c'est carrément, c'est pas un politicien, parce que le politicien il regarde les élections. Et donc dans le sens que vous avez indiqué, c'est regarder les élections et dire on attend la fin des élections, on revient. Lui il ne regarde pas les élections, il regarde l'intérêt de son pays. Cette assemblée générale s'est tenue sur le thème la résilience du peuple burkinabé dans la mise en œuvre du PNDS face aux défis sécuritaires. On l'évoquait à l'instant, la question de l'IUTS s'est invitée à cette assemblée générale. Vous le savez certainement, la centrale syndicale, la CGTB, prévoit donc les jours à venir une grève sur toute l'étendue du territoire pour protester contre l'application de cette décision sur les primes et indemnités des salariés du secteur public. Le professeur Ouaro indique que cette décision n'est nullement préjudiciable, c'est juste des calculs pour établir l'équité entre les travailleurs. Écoutons ensemble son explication. Sortir l'indemnité de résidence, qui est calculée sur la base du sol indiciaire, sur lequel l'IUTS, qui est appliqué habituellement sur le salaire des fonctionnaires, est totalement appliqué là-bas, de le sortir et d'appliquer le prélèvement partiel qui a été proposé. Ce qui a pour conséquence de faire en sorte que certains fonctionnaires, en tout cas la plupart des fonctionnaires, verront l'IUTS prélevé habituellement sur l'indemnité de résidence baisser. Donc il y aura un gain. Et si le gain là dépasse la somme des IUTS prélevés sur les indemnités et primes, ils gagnent. Et je vais vous donner des gens qui gagnent. Et même parmi les syndicats qui ont demandé à aller en grève générale, il y en a là-bas qui gagnent. Je ne vais pas donner leur nom, mais ils se connaissent. Il y en a qui gagnent. Et j'ai la situation. Mais qu'ils aient l'honnêteté de dire qu'il y en a qui gagnent. Et dans la salle ici, il y en a qui ont gagné. Il y en a qui ont perdu un peu. Mais c'est les calculs comme ça. Les indemnités, gratifications et autres font 47% du salaire et le principal, donc le salaire de base, fait en moyenne 53%. Et si on rentre dans les détails, il y a des corps de métiers dans la fonction publique aujourd'hui pour lesquels l'indemnité fait 70% du salaire et le salaire indiciaire fait 30%. Donc la structuration des indemnités fait que nous allons à des indemnités qui vont de 40 000 francs à 1 million de francs CFA dans la fonction publique. Et au regard de cette situation, qui constitue, entre guillemets, de l'évasion fiscale, parce que les gens ont travaillé à orienter plus dans les revendications et dans les échanges avec le gouvernement, plus davantage vers les indemnités, au détriment du salaire de base, qui n'était pas imposé. Et donc le gouvernement, au regard de toutes ces situations, a décidé d'introduire, ça existait comme je disais, et le privé payait toujours, d'introduire à partir de la loi de finances 2017, donc à faire l'évaluation et à prévoir le prélèvement de cette
UTS sur les indemnités, les primes, les gratifications à partir de la loi de finances 2010. Nous prenons la direction du Moyen-Orient. C'est un accord historique. Les États-Unis et les talibans afghans signent bien sûr un accord de paix. Cet accord ouvre la voie à un retrait total des troupes américaines après 18 ans de guerre et à des négociations de paix inter-afghanes inédites. L'accord négocié pendant 1 an et demi au Qatar a été signé par les principaux négociateurs des deux parties ennemies. Il s'agit bien sûr de Zalmay Khalilzad, côté américain, et le chef politique des talibans Abdul Ghani Badrar, en présence donc du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Déjà, les Américains s'engagent à entamer donc immédiatement un retrait graduel de leurs troupes pour les ramener d'environ 13 000 actuellement à 8 600 d'ici 135 jours. Un calendrier de principe prévoit également le retrait total de toutes les forces étrangères d'Afghanistan au cours des 14 mois suivant la signature de l'accord. Le chef du Pentagone a prévenu que si les talibans ne respectent pas leur engagement, ils perdront leur chance de s'asseoir avec les autres Afghans et de délibérer de l'avenir de leur pays. Dans la suite de ce journal, à partir du dimanche 1er mars, le Luxembourg devient le premier pays au monde à rendre gratuit l'entièreté de son réseau de transport. Les usagers n'auront plus besoin d'un ticket pour monter à bord d'un bus, d'un tramway ou d'un train. La carte d'identité suffira. Les billets en première classe resteront néanmoins payants au tarif actuel afin d'éviter une trop forte affluence. Cette initiative, selon le gouvernement luxembourgeois, est une révolution et une mesure sociale importante. Grâce à cette mesure, les ménages empruntant les transports en commun devraient économiser environ 100 € par an et estimé bien sûr à 65 000 francs CFA. L'objectif premier de la mise en place de la gratuité est d'inciter les Luxembourgeois à laisser leur voiture au garage et à emprunter plus régulièrement les transports en commun. Il s'agit aussi d'encourager les travailleurs transfrontaliers belges à laisser leur voiture à la frontière et prendre le transport en commun pour aller travailler. Le Luxembourg est un petit pays prospère d'Europe de 610 000 habitants, il faut le savoir. Et je vous le disais en début de ce journal, c'est le jour J, et bien sûr, pour le Festival des masques et des arts de Dédougou, en abrégé Festima. L'heure de l'ouverture officielle approche et les organisateurs font donc des pieds et des mains pour être à la hauteur de l'événement, de la gestion des différents sites du festival à l'accueil des participants. Le défi s'annonce grand. Dans nos prochaines éditions, on vous proposera donc un compte-rendu complet avec nos différents envoyés spéciaux. Le mois de février finit, bien sûr, vous le savez, soit le 28 ou le 29e jour, ce qui fait que certaines personnes ne célèbrent pas leur anniversaire comme les autres. Et aujourd'hui, c'est le 29 février, c'est la date anniversaire de ces personnes qui voient leur anniversaire arriver chaque 4 ans. Eh bien, après des années d'attente, cette fois, c'est la bonne pour Fatou Sissoko. Clara Sou-Monet est allée donc à la rencontre. Elle nous raconte comment elle vit bien sûr cet anniversaire. Naître un 29 février, avoir une fête d'anniversaire à la même date chaque année est impossible. Il faut compter 4 ans avant de voir ce jour, situation pas très aisée pour ces personnes. Fatou Sissoko est l'une d'entre elles. Nous sommes allés à sa rencontre aujourd'hui, jour exceptionnel pour elle. J'attends toujours ces jours impatiemment parce que ça n'arrive pas tous les jours en tout cas. Elle nous confie comment elle vit cette différence au quotidien. J'ai eu toujours ce sentiment que je n'ai pas de journée à moi et que je n'ai pas un jour spécial où mes amis ont l'occasion de me souhaiter un joyeux anniversaire. C'est vraiment frustrant comparé aux autres jeunes. Bon, j'ai dû vivre avec, hein. Ça n'a pas été facile en tout cas. J'avais des amis qui me disaient, mais normalement si tu ne fêtes pas ton anniversaire chaque année, tu ne devrais pas bénéficier d'une année chaque année en fait. Donc, mais après, c'est quand même spécial en tout cas. Et même si ce n'est pas chaque année qu'elle a droit à sa date d'anniversaire, Fatou Sissoko avoue apprécier qu'on lui souhaite un joyeux anniversaire, mais surtout pas le 1er mars. Les gens pensent toujours que quand on est né le 29, il faut forcément souhaiter joyeux anniversaire à la personne le 1er, vu qu'il n'y a pas de 29. Donc, j'ai eu beaucoup de discours avec des gens, surtout avec mon mari d'ailleurs, qui, je pense, là, il y a 2 ans, 3 ans, qui
qui avait voulu me souhaiter joyeux anniversaire le 1er. Et j'étais vraiment fâchée. Le 28, je me suis couchée, je n'ai pas eu de message. Le 27, je ne me suis pas eu de message, mais je me suis dit, mais ce monsieur a dû oublier mon anniversaire ou quoi. Il faut me souhaiter joyeux anniversaire le 28, moi ça me va. Mais bon, c'est plus comme avant, quoi. On s'adapte et on accepte la situation. Alors, comme d'autres dans la même situation qu'elle, elle choisit le 28 février comme date d'anniversaire, le temps que revienne l'année bissextile. Juste pour la forme, nous dit-elle. Sinon pour elle, naître un 29 février est unique. Et aujourd'hui, cela n'est plus une source de frustration pour elle. Voilà, où que vous soyez, on vous souhaite également un joyeux anniversaire. Et c'est ici qu'on met un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain encore, je serai avec vous pour d'autres informations avec le même plaisir. D'ici là, suivez toujours la chaîne africaine, bien sûr, au cœur de l'Afrique. Bonsoir.